Chapitre 1. Le dîner chez Shepherd. Le soleil de fin d'après-midi baignait la ville du Caire d'une brume dorée, adoucissant les lignes dures de ses monuments antiques et transformant le Nil en un ruban de feu en fusion. Je ne m'étais jamais lassé de ce spectacle, bien que je l'aie contemplé d'innombrables fois au cours de mon service et lors de mes visites ultérieures. C'était pourtant la première fois que je le contemplais en si grande compagnie, car Hercule Poirot se tenait à mes côtés sur le balcon de notre suite à l'hôtel Shepherd's, ses moustaches immaculées frémissant en signe d'approbation silencieuse. « C'est une ville très ancienne, Hastings, » remarqua-t-il en joignant soigneusement les mains sur la rambarde. « Et pourtant, voyez-vous, c'est aussi une ville de vanité. Le moderne côtoie l'éternel, le bazar le tombeau du pharaon. C'est curieux, n'est-ce pas ?» Je murmurai mon assentiment, bien que j'avoue que mon esprit était moins préoccupé par la philosophie que par la perspective du dîner, car j'avais entendu dire que la table d'hôte chez Shepherd était une chose à ne pas manquer. Poirot, toujours sensible aux distractions des autres, sourit avec indulgence. « Tu penses à manger, mon ami? C'est bien aussi, mais ce soir tu trouveras une autre nourriture, celle de l'esprit peut-être. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais avant que je puisse en savoir plus, la cloche d'habillage a sonné, et nous nous sommes retirés pour nous préparer. La salle à manger du Shepherd's était une pièce splendide, remplie de bois poli, de verres étincelants, et peuplée d'une foule de voyageurs polyglottes, des officiers anglais en uniforme rigide, des touristes américains avec leurs appareils photo, des archéologues couverts de poussière du terrain et des notables égyptiens en robes flottantes. C'était un décor à la fois cosmopolite et légèrement théâtral, où Hercule Poirot s'intégrait avec la sérénité d'un homme qui ne se sentait jamais dépaysé. À peine étions-nous assis que le colonel Arbuthnot, une connaissance de longue date, s'approcha de notre table. C'était un homme d'une 50aine d'années au teint rougeaud, aux manières chaleureuses et débordant de nouvelles. « Capitaine Hastings, quelle chance de vous trouver ici. Et Monsieur Poirot, je suppose. J'ai entendu parler de vos exploits, même dans ce coin poussiéreux de l'Empire. » Poirot inclina la tête avec une modestie polie. « Vous me flattez, colonel. Voulez-vous vous joindre à nous ?» Arbuthnot n'avait pas besoin d'être pressé. En quelques minutes, il s'était installé et nous régalait des dernières nouvelles des fouilles à l'ouest de la ville. Son sujet principal était Sir Charles Weatherby, un riche mécène anglais, amateur d'antiquités, récemment entré en possession d'un objet remarquable connu sous le nom de masque mortuaire d'Anubis. Une merveille, dit-on, s'enthousiasma Arbuthnot, déniché la saison dernière, en or massif, avec des yeux incrustés d'obsidienne, vaut la rançon d'un roi, et maudite, bien sûr, si l'on en croit les superstitions locales. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Vous ne croyez tout de même pas à ces histoires, colonel ?» Arbuthnot gloussa. « Pas moi, Hastings, mais les indigènes jurent malheur à quiconque trouble le lieu de repos de leur dieu. » Et il se pencha en avant, confidentiellement. « Sir Charles doit exposer le masque demain soir dans sa villa sur le plateau de Gizeh. Un événement mondain. Seule la fine fleur du Caire a été invitée. » Les yeux de Poirot brillèrent d'intérêt. « Et vous, colonel, vous y assisterez ?» En effet. Et j'ose dire que Sir Charles étant une âme hospitalière, je pourrais vous obtenir des invitations à tous les deux. Poirot s'inclina. Vous êtes très aimable. J'en serais ravi. Il y a quelque chose dans ces reliques du passé qui me fascine. Elles parlent d'orgueil, d'ambition, de mortalité. Tout ce qu'il y a d'éternel dans la vanité humaine. L'affaire aurait pu en rester là si un autre invité, assis à la table voisine, n'était intervenu. C'était une grande femme à l'allure impérieuse, vêtue de soie blanche, avec un collier de perles autour du cou. Son visage, bien que beau, exprimait une expression de dédain. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait contempler de telles barbaries, » déclara-t-elle d'une voix froide. « Un masque mortuaire. Morbide, à mon avis. Sir Charles a toujours eu un goût prononcé pour le théâtre. Il ferait mieux de dépenser sa fortune pour des hommes vivants plutôt que pour des idoles mortes. » Arbuthnot rougit légèrement. « Lady Weatherby, vous êtes sévère. Vous ne refuserez sûrement pas le triomphe de votre mari ?» Lady Weatherby esquissa un mince sourire. « Je ne lui refuse rien, colonel, mais je ne vois aucune raison d'admirer ce que je ne comprends pas. » À ce moment, Sir Charles en personne entra, un homme imposant et jovial, au rire expansif qui emplissait la salle à manger. Il avait l'air de quelqu'un habitué à attirer l'attention. Apercevant notre groupe, il s'avança aussitôt. « Ma chère, je vois que vous avez rencontré nos amis. Hastings, ravi. Colonel, toujours un plaisir. Et voici sans doute le célèbre Monsieur Poirot. Je suis honoré, monsieur. Vous devez venir demain.
Ce sera la révélation de votre vie. Poirot inclina la tête. Vous êtes trop aimable, monsieur. Je serais enchanté. Il y avait une étincelle dans les yeux de Sir Charles, mais aussi une faible ombre, comme si un poids pesait sur son moral. Je le remarquai avec surprise, car il semblait un homme qui ne se laissait pas facilement troubler. Plus tard, alors que nous prenions un café sur la terrasse, Poirot resta assis en silence, le regard fixé sur l'horizon qui s'assombrissait, où les pyramides se dressaient, comme des sentinelles contre la lumière déclinante. « Vous avez remarqué Hastings, n'est-ce pas, madame ?» demanda-t-il soudain. Lady Wetherby, elle semblait, eh bien, plutôt froide, peut-être. Froid, oui, mais sous la froideur, la passion. Et la passion, mon ami, est la clé de bien des mystères. Souviens-toi-en. Il sirotait son café avec un air de finalité. À cet instant, une voix s'éleva par-dessus le bourdonnement de la terrasse de l'hôtel. Une note aiguë et aiguë d'alarme. Un domestique accourut, le visage blême. Derrière lui, l'un des directeurs de l'hôtel se précipita, les mains serrées. « Docteur Lascelles !» s'exclama le directeur essoufflé. « Il y a eu un terrible accident dans la salle de lecture. Vous devez venir immédiatement. » Les chaises raclèrent et les voix s'élevèrent, consternées. Poirot se leva aussitôt, les yeux plissés. « Un accident, dis-tu ? Allons-y, Hastings. C'est curieux de voir combien les accidents se révèlent souvent être tout autre chose. » Chapitre 2. L'homme dans la salle de lecture. La salle de lecture de Shepherd était une belle pièce, fraîche avec son sol carrelé et ombragé par de lourds rideaux. Pourtant, lorsque nous y entrâmes ce soir-là, un silence d'horreur régnait. Les invités s'étaient rassemblés en groupes anxieux, chuchotant derrière leurs mains gantées, tandis qu'un domestique rôdait incertainement près de la porte, trop agité pour être utile. Sur le tapis, étendu dans une immobilité effrayante, un homme était allongé, vêtu d'un costume de lin léger, la tête penchée d'un côté, un bras tendu comme s'il cherchait à saisir quelque chose hors de sa portée. Une petite chaise renversée était posée près de lui, et près de sa main brillaient des lunettes à monture d'acier. Le docteur Lascelles, un Anglais grand et mince, connu au Caire pour sa réputation de médecin, s'agenouilla aux côtés de l'homme blessé. Ses longs doigts cherchaient, avec une prudence experte, des signes de vie, mais lorsqu'il releva enfin les yeux, son expression était grave. « Ça ne sert à rien, » dit-il doucement. « L'homme est mort. » Un murmure parcourut la foule. Poirot, resté immobile en entrant, s'avança avec un calme délibéré. Il se pencha sur le corps, examinant les traits d'un regard pénétrant. Le défunt était un homme d'âge mûr, au visage hâlé par le soleil et profondément ridé. Il avait peut-être été beau autrefois, mais l'impression qu'il dégageait aujourd'hui était celle de la fatigue, voire de l'épuisement. Un carnet était ouvert sur la table à côté de lui, et je vis qu'il contenait une série de notes écrites d'une écriture ferme et nette. « Qui est-il » demandai-je, sans m'adresser à personne en particulier. Le directeur de l'hôtel, un petit homme nerveux avec un pince-nez, se tordait les mains. « Monsieur Edward Masterson, monsieur. » Un érudit américain, un archéologue. Il séjournait ici depuis 3 semaines. Un gentleman très calme, très respectable. C'est terrible, terrible !» Le docteur Lascelles se leva et épousseta ses genoux. « Aucun signe de violence, » dit-il sèchement. « Une insuffisance cardiaque, probablement. Le climat, l'excitation, ces choses-là ont des conséquences. » Poirot se redressa, son regard s'attardant encore un instant sur le carnet avant de se tourner vers le médecin. « Ah, mais mon cher docteur, accident et arrêt cardiaque, c'est parfois une réponse trop facile, n'est-ce pas? Vous me le permettez. » Sans attendre la permission, Poirot s'approcha de la table. Il souleva le carnet d'une main méticuleuse, en tourna délicatement les pages. Son regard s'aiguisa lorsqu'il s'arrêta sur une feuille, à moitié remplie de notes griffonnées. Je vis, un instant seulement, les mots « masque » et « Wetherby » soulignés d'un trait épais. Poirot referma doucement le livre et le reposa sur la table. Les murmures redoublèrent lorsque Sir Charles Wetherby entra, sa femme à son bras. Sir Charles s'arrêta net, le visage blême. « Seigneur, Masterson !» s'exclama-t-il. « Que s'est-il donc passé ?» Lady Wetherby porta la main à ses perles. Elle ne cria pas, mais ses yeux se plissèrent, et elle prit une inspiration brusque. « Monsieur Masterson est mort », leur annonça le docteur Lascelles avec une gravité professionnelle. « Du cœur, je suppose. » Soudain, tout était fini avant que quiconque puisse être appelé. Sir Charles marmonna un juron et s'affala sur une chaise. « C'est monstrueux. Hier encore, il parlait de son travail,
et prévoyait de publier un article sur ses recherches. Et maintenant, il s'interrompit, visiblement secoué. Lady Wetherby posa une main sur son bras. « Charles, dit-elle doucement, mais son ton était plus empreint de retenue que de tendresse. Poirot les observa tous deux avec une intensité qui échappait à l'attention générale. Il resta silencieux quelques instants, puis parla avec une fermeté posée. « Messieurs, mesdames, dit-il en s'adressant à l'assemblée, le médecin est compétent, oui, mais je vous prie de ne rien déranger avant l'appel des autorités. Une mort soudaine et inattendue exige toujours qu'on se pose des questions. Et les questions, voyez-vous, peuvent mener à des réponses qui n'apparaissent pas au premier abord. Cela fit un peu de bruit, car la réputation de Poirot n'était pas inconnue, même au Caire. Sir Charles leva les yeux, une pointe de soulagement se mêlant à sa détresse. « Vous avez raison, monsieur Poirot, tout à fait. Nous devons connaître la vérité. » La pièce commença à se vider tandis que les curieux étaient rechassés. Poirot, avec moi à ses côtés, resta près du corps, observant avec cet air de minutie qui lui était habituel. « Regarde, Hastings, » murmura-t-il doucement. « Les lunettes, renversées, mais pas cassées. La chaise, renversée, mais parfaitement. Ce sont des détails, certes, mais ils me disent que ce qui s'est passé ici n'est peut-être pas la simple défaillance cardiaque qu'il semble. » Je le fixais, stupéfait. « Tu crois un meurtre ?» Il haussa les sourcils. « Je pense à une possibilité, et aussi à un mobile. Car pourquoi un Américain érudit devrait-il écrire sur le masque d'Anubis et sur Sir Charles Wetherby pour finalement mourir dans l'heure qui suit? Non, mon ami. La coïncidence, elle est trop belle. Il faut observer et attendre. » À ce moment-là, un inspecteur en uniforme de la police du Caire entra avec 2 agents. Les invités avaient déjà été raccompagnés. Seul restait Sir Charles, son épouse, le docteur Lascelles, Poirot et moi-même. L'inspecteur, un Égyptien corpulent aux manières vives, interrogea d'abord le docteur Lascelles, puis se tourna vers Poirot avec une révérence polie. « Monsieur, on dit que vous êtes détective. Soupçonnez-vous un acte criminel ici ?» Poirot écarta les mains. « Je dis simplement ceci, inspecteur. Les apparences sont trompeuses. Vous ordonnerez, j'en suis sûr, l'examen approprié. En attendant, » il jeta un coup d'œil à Sir Charles. « Il serait bon, monsieur, que votre réunion de demain soit menée avec soin. La mort a déjà touché votre cercle. Qui peut dire si elle ne le touchera pas à nouveau ?» Sir Charles frissonna, son air jovial ayant complètement disparu. « Par le ciel, Poirot, vous avez raison. Nous prendrons nos précautions. Mais Masterson, le pauvre garçon, que me voulait-il? Avec mon masque ?» La voix de Poirot était très basse. « Voilà, Sir Charles, ce que nous espérons découvrir. » Chapitre 3. La villa de Gizeh. L'après-midi suivant, nous traversâmes le désert en voiture en direction de la villa de Sir Charles Wetherby, située non loin de l'ombre de la Grande Pyramide. Le trajet fut long et quelque peu fatigant, mais Poirot le supporta avec son sang-froid habituel, assis droit comme un piquet, époussetant ses poignets immaculés d'une poussière imaginaire. « Il est instructif, Hastings, » remarqua-t-il tandis que nous roulions sur la route cahoteuse, d'observer avec quelle rapidité la mort s'immisce dans le spectacle. Hier soir, le pauvre monsieur Masterson est tombé raide mort dans la salle de lecture. Ce matin, tout le Caire parle du gala à la villa Wetherby comme si de rien n'était. La curiosité triomphe de la pitié. Je fronçai les sourcils. Pensez-vous, Poirot, que Sir Charles aurait dû annuler cette liaison? Poirot pencha la tête, pensif. Peut-être. Mais non, cela aussi m'apprend quelque chose. Sir Charles est un homme d'apparat, de grandeur. Même la mort ne lui ravira pas son triomphe. À notre arrivée, la villa était d'une magnificence digne de son maître. Construite dans le style d'un palais romain, avec ses colonnades de marbre et ses vastes terrasses, elle offrait une vue sur le désert à la fois solennel et théâtral. Des lanternes avaient été disposées le long des allées, bien que le soleil ne fût pas encore couché, et des serviteurs en livrée allaient et venaient avec empressement pour les derniers préparatifs. Les invités commencèrent à arriver en voiture et en calèche. Dames en soie et perles, messieurs en lin impeccable, tous impatients d'assister au dévoilement du masque mortel. Parmi eux, je reconnus le colonel Arbuthnot, corpulent et rouge comme toujours, le docteur Lascelles, sévère dans un costume sombre, et un homme plus jeune présenté comme Léonard Clay, le secrétaire de Sir Charles, dont le teint pâle et le regard nerveux trahissaient un tempérament mal à l'aise. Sir Charles lui-même se tenait à l'entrée pour nous accueillir. Sa cordialité retrouvée, malgré une certaine tension dans son regard. Il serra chaleureusement la main de Poirot. « Ravi que vous ayez pu venir, monsieur Poirot,
Capitaine Hastings. Une soirée épouvantable, affreuse. Mais bon, le spectacle doit continuer, hein? Ce soir sera mémorable. Poirot le regarda fixement. Oui, Sir Charles. Un souvenir. Lady Wetherby apparut peu après, resplendissante dans sa soie émeraude. Elle adressa à Poirot un sourire glacial. « J'espère, monsieur, que vous ne trouverez pas cette soirée trop frivole après une telle tragédie. Mon mari y tient, mais pour ma part, j'aurais préféré annuler toute cette affaire. » Poirot s'inclina. « Madame, la frivolité n'est pas mon point faible. J'observe, j'écoute. Que la compagnie soit grave ou gaie, cela ne fait aucune différence pour Hercule Poirot. » Elle inclina la tête, son expression indéchiffrable. À la tombée de la nuit, les invités furent conduits dans une grande salle de la villa, dont les murs étaient ornés de statues et de bas-reliefs rapportés des fouilles. Au fond, sur un piédestal drapé de pourpre, se dressait une grande vitrine enveloppée d'un épais velours. L'impatience était palpable dans la salle. Sir Charles monta sur l'estrade, rayonnant devant son auditoire. « Mesdames et messieurs, vous découvrirez ce soir un objet d'une rareté incomparable, le masque mortuaire d'Anubis, gardien des morts. Découvert l'année dernière, il a été préservé, étudié et maintenant révélé à vous. Puissiez-vous y contempler non pas la superstition, mais la gloire de l'Antiquité. » D'un geste théâtral, il écarta le tissu. Un murmure collectif s'éleva parmi les invités. Le masque était vraiment extraordinaire. Façonné en or battu, il arborait le visage d'un chacal sévère et inflexible, ses yeux d'obsidienne semblant briller d'un feu intérieur. Le travail était exquis, l'effet à la fois magnifique et troublant. Pendant un instant, tous restèrent silencieux, comme impressionnés. Puis les murmures commencèrent, admiration, spéculation et même une pointe de peur. Le colonel Arbuthnot déclara que c'était un chef-d'œuvre. Le docteur Lascelles s'aperçut que de tels bibelots avaient craint peu de valeur scientifique. Léonard Clay resta figé, le regard fixé sur le masque avec une intensité particulière. Seule Lady Wetherby resta impassible, les lèvres pincées. Poirot observait tout le monde avec son détachement habituel. « Voyez, Hastings, murmura-t-il, comment chacun se présente, comment chacun réagit. Pour l'un, c'est la beauté. Pour l'autre, la richesse. Pour un autre, le danger. Dans ces différences réside la clé de la vérité. » La soirée s'écoula au rythme de la musique et des conversations, mais un malaise subsistait. Plusieurs invités chuchotèrent au sujet d'Edward Masterson, insinuant que sa mort était liée au masque. Plus d'un évoqua la malédiction des pharaons. Sir Charles esquissa ses propos en riant, mais son rire sonnait creux. C'est vers la fin de la soirée, alors que la lune se levait sur le désert, qu'un incident mineur attira l'attention de Poirot. Un domestique, portant un plateau de verre, trébucha près de l'estrade. Dans le tumulte, je vis Léonard Clay s'avancer rapidement, non pas vers le domestique, mais vers le masque lui-même, la main à demi levée comme pour le protéger. L'espace d'un instant, son visage exprima une possession désespérée. Puis, se voyant observé, il se retira précipitamment. Les yeux de Poirot brillèrent. « Eh bien, Hastings, qu'en penses-tu » ? « Je dois dire, répondis-je, que Clay est très protecteur des biens de son employeur. Protecteur, oui, mais de ses biens ou de lui-même, là est la question. » Lorsque les invités furent enfin partis, Sir Charles nous invita à rester pour un dernier verre. Lady Wetherby s'était déjà retirée, prétextant la fatigue. Dans le salon, Sir Charles versait du cognac d'une main hésitante. « Messieurs, dit-il, j'apprécie votre discrétion. Dites-moi franchement, pensez-vous que la mort de Masterson ait quelque chose à voir avec cela ?» Il désigna le masque, remis dans son étui. Poirot sirota délicatement son verre avant de répondre. « Je pense, Sir Charles, que la mort de M. Masterson et le dévoilement de votre masque ne sont pas sans rapport. Il a écrit votre nom, il a écrit le mot « masque ». Et puis il est mort, ne voyez-vous pas ? Le lien existe, même si nous en ignorons encore la nature. » L'expression joviale de Sir Charles s'estompa. Il fixe son cognac. « Si c'est vrai, Poirot, alors que Dieu nous vienne en aide. » Chapitre 4. Poirot commence ses questions. Le lendemain matin, clair et lumineux, le soleil du désert dessinait des silhouettes éblouissantes sur les pyramides dans le ciel pâle. Pourtant, malgré la splendeur du paysage, un sentiment de malaise planait sur la villa Wetherby, qu'aucune lumière ne pouvait dissiper. Nous avons déjeuné avec Sir Charles sur la terrasse, bien que sa jovialité habituelle fût absente. Il jouait avec sa nourriture, buvait du
café en abondance, et jetait de fréquents regards vers la pièce où le masque était gardé sous clé. Poirot, toujours aussi soigné, mangeait avec parcimonie petits pains et fruits, puis posait sa serviette avec une précision tranquille. « Sir Charles, dit-il, permettez-vous que je vous pose quelques questions. C'est mon habitude, vous savez, quand la mort m'a touché de trop près. » Sir Charles leva les yeux, mal à l'aise, mais hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Poirot. Si cela peut éclaircir cette horrible affaire, demandez ce que vous voulez. » Poirot croisa les mains. « Feu, monsieur Masterson. Vous le connaissiez bien ? » « Pas intimement. Nous nous sommes rencontrés grâce à des connaissances communes lors des fouilles. C'était un homme compétent, très respecté, quoique peut-être enclin à, comment dire, être secret. Secret de quelle manière ? Eh bien, il avait ses propres théories sur les antiquités et il les gardait jalousement. Il refusait de partager ses notes avec qui que ce soit, même avec des hommes de renom comme le docteur Lascelles. Pourtant, il a écrit dans son carnet à propos de toi et du masque. Le visage rougeaud de Sir Charles s'assombrit. « Oui, cela me trouble, Poirot. Je ne comprends pas pourquoi. Masterson n'était pas directement impliqué dans la découverte du masque. C'est mon expédition qui l'a mis au jour. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Exactement. Et peut-être craignait-il quelque chose qui concernait votre expédition. » Sir Charles fronça les sourcils mais ne répondit pas. Il sembla lutter intérieurement, puis secoua la tête d'un geste brusque. S'il avait peur, il ne m'a rien dit. Poirot laissa l'affaire en suspens un instant et se leva. « Je vais parler à d'autres, alors. Il y a toujours quelqu'un qui voit, quelqu'un qui entend. Viens, Hastings. » Nous avons commencé notre petite série d'interviews. Le colonel Arbuthnot fut notre premier sujet, car il avait assisté au dîner chez Shepherd et à l'inauguration de la villa. « Mon cher Poirot, » protesta le colonel, « vous ne pensez tout de même pas que Masterson a été assassiné ? Pas de chance, oui. Le cœur s'est envolé au mauvais moment. Cairo épuise les hommes, vous savez. Pourtant, si vous devez poser des questions, oui, il avait des ennemis. Tous ces érudits en ont. Lascelles, par exemple, ne l'appréciait guère. Il le prenait pour un intrus. Et Clay, eh bien, Clay le regardait comme s'il était le diable en personne. « De l'argile » demanda sèchement Poirot, le secrétaire de Sir Charles. Un type nerveux. Masterson l'a taquiné une fois, à ce qu'on m'a dit, à propos d'un détail comptable. Clay est devenu blanc comme un linge. Mais ce n'était peut-être rien. Nous avons remercié le colonel et sommes repartis. Le docteur Lascelles s'est montré plus ouvert, bien que son ton fût sec et méprisant. Masterson, un amateur, toujours, à écrire, laissant entendre qu'il en savait plus que les professionnels. Je n'avais rien contre lui, mais je ne peux pas dire que je le pleure. Quant à sa mort, je l'attribuerai à des causes naturelles. Ces histoires de malédiction et de masques sont des absurdités dignes des touristes. Pourtant, vous étiez présent à la villa, docteur, observa doucement Poirot, et vous avez regardé le masque, avec un intérêt non dissimulé. Le médecin eut un rire sec. J'observe tous les objets anciens avec intérêt, monsieur Poirot. Cela ne veut pas dire que je les convoite. Poirot inclina la tête. Et pourtant, convoiter, envier, mépriser, voilà les petits pas qui mènent au crime. Le docteur Lascelles rougit, mais ne dit rien de plus. C'est auprès de Léonard Clay, cependant, que Poirot s'attarda le plus. Le jeune homme nous reçut dans un petit bureau, les mains légèrement tremblantes tandis qu'il rangeait des papiers sur le bureau. « Pardonnez-moi, dit-il avec une courtoisie nerveuse. Sir Charles compte énormément sur moi. Sa correspondance, ses comptes. Je n'ai guère de temps à moi. » Poirot le regarda d'un regard à la fois bienveillant et pénétrant. « Monsieur, ce ne sont pas les heures de travail qui vous fatiguent, mais le fardeau de l'esprit. Dites-moi, vous connaissiez Masterson ?» Clay hésita. « Seulement de vue, en fait. Il était souvent dans la salle de lecture. Nous avons parlé une ou deux fois. Moi, eh bien, je ne l'appréciais pas. Pourquoi pas ? » Une rougeur monta aux joues du jeune homme. Il avait une façon de parler. Il insinuait des choses. À propos de Sir Charles, des finances. Il a un jour laissé entendre que l'expédition de Sir Charles avait été financée par des moyens douteux. C'était scandaleux. Poirot tapota ses doigts. Scandaleux, oui. Et pourtant, vrai, peut-être ? Clay se releva d'un bond, son sang-froid momentanément brisé. Non, c'était un mensonge, une calomnie. Sir Charles est un homme honorable. Poirot se leva également et posa une main légère sur le bras du jeune homme. « Calmez-vous, monsieur. Je ne vous accuse de rien. Mais vous devez me permettre ces petites questions, n'est-ce pas ?» Clay s'apaisa, essoufflé.
Poirot lui lança un dernier regard inquisiteur avant de se retirer. Sur la terrasse, après, je me tournai vers Poirot, perplexe. « Eh bien, qu'en penses-tu » Il sourit faiblement. « C'est une énigme, Hastings. Réfléchissez-y. Chacun a un mobile, aussi subtil soit-il. Arbuthnot, le ressentiment envers le secret de Masterson. Lascelles, la jalousie professionnelle. Clay, la peur d'être exposé. Et Lady Wetherby. Ah, il y a de la passion, bien que bien dissimulée. »« Et Sir Charles » demandai-je. Le regard de Poirot se porta vers la pièce scellée où reposait le masque. Sir Charles, mon ami, est le centre du cercle. Autour de lui, tout tourne. Le masque, la mort, les secrets. Le comprendre, c'est comprendre le crime. Alors, nous observons et nous attendons. Ce soir-là, tandis que les lampes étaient allumées et que le vent du désert soufflait sur le plateau, un étrange pressentiment m'envahit. Car, même si aucune seconde tragédie ne s'était encore produite, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'une autre allait se produire. Chapitre 5. Le faux fuyant. Le lendemain, une chaleur accablante planait sur la ville, et même dans les couloirs aérés de la villa, l'air était lourd, chargé d'autre chose que du temps. Poirot, impeccable comme toujours, semblait serein, même si je remarquais qu'il se tenait à l'ombre, évitant avec une précision presque comique tout grain de poussière qui pourrait menacer ses chaussures de vernis. Après le déjeuner, une agitation éclata dans la galerie où le masque était exposé. Je m'y rendis précipitamment avec plusieurs autres personnes et trouvai Sir Charles dans un état d'agitation extrême. L'étui qui contenait le masque était entr'ouverte, le velours à moitié tiré. À l'intérieur, le masque lui-même avait disparu. Le tollé fut immédiat. Le colonel Arbuthnot jura de stupeur, Lady Wetherby poussa un cri aigu, et Léonard Clay devint blême. Sir Charles tonna à son état-major, exigeant que les portes se soient verrouillées et que chaque domestique soit recensé. Poirot, cependant, demeura serein. Il s'avança, examina la valise avec un soin méticuleux, puis examina l'assemblée. « Messieurs, mesdames, dit-il doucement, le masque, il n'a pas été volé. Il y eut un hoquet collectif. »« Pas volé » rugit Sir Charles. « Mais il a disparu. » Poirot sourit faiblement. « Disparu, oui, mais pas volé. Regardez, la serrure. Forcée, vous pensez ? Non, elle est intacte. La vitre. Brisée ? Non. Et la poussière sur le sol, elle est intacte. Aucun voleur n'est venu ici. Le masque, je suppose, a été retiré par quelqu'un qui en avait le droit, ou qui se croyait en avoir le droit. » Tous les regards se tournèrent aussitôt vers Léonard Clay, qui tremblait, le regard fixé sur la valise vide. « Je n'en sais rien, balbutia-t-il. Je le jure. Je n'y ai jamais touché. » Poirot haussa les sourcils. « Étrange, alors, que ce matin vous ayez porté la clé de cette galerie sur votre bague. Je l'ai vue de mes petits yeux. Et maintenant, la clé a disparu. » Un murmure parcourut la pièce. Le visage de Clay devint blême. Il fouilla ses poches en vain, n'en trouvant que des papiers et des pièces. « Vous voyez » murmura Poirot. « La clé a été volée, peut-être volée, ou peut-être jetée par lui. Laquelle est-elle, monsieur ?» Clay hésita, incapable de répondre. Sir Charles s'avança vers lui avec fureur. « Clay, espèce de traître, m'as-tu trahi ? Où est le masque ?» Le secrétaire secoua la tête avec emportement. « Je jure, Sir Charles, que je ne l'ai pas pris. Quelqu'un a dû le cacher. Mais ces protestations restèrent aux lettres mortes. L'inspecteur du Caire, convoqué en toute hâte, ordonna la mise en détention de Clay dans l'attente des résultats de l'enquête. Le jeune homme fut emmené, clamant son innocence, tandis que la maisonnée bourdonnait de spéculations. De toute évidence, l'affaire était claire. Clay avait accès à l'information, il avait eu l'occasion de le faire, et il avait agi de manière suspecte. Même moi, bien que réticent à le croire coupable, j'avais du mal à imaginer une autre explication. Pourtant, Poirot resta curieusement impassible. Ce soir-là, assis ensemble dans le calme de nos appartements, j'exprimais ma conviction. « Eh bien, Poirot, on dirait qu'on a trouvé le coupable. Clay a dû prendre le masque. Peut-être que Masterson en a découvert quelque chose, et Clay l'a réduit au silence. Tout concorde. » Poirot me regarda avec cette expression d'amusement patient que je connaissais si bien. « Ça va, dites-vous, Hastings ? » ?»« Non, non, non. Ça ne va pas du tout. Réfléchissez. Clay, il est jeune, nerveux, faible. Il tremble au moindre mot. Un tel homme est-il capable d'un vol audacieux, d'un meurtre ? Non. C'est trop simple, trop clair.
C'est ce que vous, les Anglais, appelez le leurre. Je l'ai regardé fixement. Alors tu penses qu'Ethani qu'il est innocent? Poirot tapota du bout des doigts. Je crois, Hastings, que quelqu'un veut nous faire croire qu'il est coupable. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait comment semer la suspicion. Le petit secrétaire, il est commode. Mais la commodité, mon ami, n'est pas la vérité. Je secouai la tête, perplexe. Mais alors, où est le masque? Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, Hastings, voilà le cœur de l'énigme. Le masque n'est pas perdu, il est caché. Et lorsqu'il sera retrouvé, nous saurons qui est le véritable voleur, et peut-être aussi qui est le meurtrier du pauvre M. Masterson. À ce moment-là, un domestique frappa à la porte avec un message. Lady Wetherby demandait à parler à Poirot, seul à seul. Poirot se leva, ajusta ses manchettes et me fit une petite révérence. « Tu vois, Hastings ?» Déjà le masque du silence commence à tomber. La vérité, elle, se rapproche. Ce soir, je crois, nous apprendrons quelque chose d'important. Chapitre 6. L'incohérence. Lady Wetherby reçut Poirot dans son salon privé, une pièce au délicat mobilier français qui semblait étrangement déplacée au milieu de la grandeur désertique de la villa. Elle était assise près de la fenêtre, à demi tournée vers le sable éclairé par la lune, sa robe émeraude remplacée par une robe noire austère qui accentuait la pâleur de ses traits. « Asseyez-vous, monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix basse mais autoritaire. « Je vous ai fait venir parce que je crois, et je sais, que Léonard Clay est innocent. Quoi qu'on ait pu dire de lui, ce garçon est incapable d'un tel crime. » Poirot inclina gravement la tête. « C'est votre conviction, madame. C'est ma certitude. » Ses yeux brillèrent. « Clay est dévoué à mon mari jusqu'à l'extrême. Il mourrait plutôt que de le trahir. » Le dévouement, madame, revêt de nombreuses formes, observa doucement Poirot. On peut être dévoué au maître ou à la maîtresse. Son visage se durcit. « Tu oses ?» Elle s'interrompit, se maîtrisant avec un effort visible. « Tu me comprends mal. Clay est simplement loyal. Il est faible, certes, mais ce n'est ni un voleur, ni un meurtrier. » Poirot la regarda fixement. « Alors, madame, vous devez me dire ce que vous craignez. Car vous avez peur, n'est-ce pas? Je le vois dans vos yeux. Vous pensez que le masque a été retiré non pas par Clay, mais par un autre. Qui? » Elle resta silencieuse un long moment. Finalement, elle dit froidement. « Par mon mari. » Poirot haussa les sourcils. « Par Sir Charles lui-même? » « Oui, lui seul a le mobile. Ce masque, savez-vous ce qu'il signifie pour lui? Ce n'est pas seulement un trésor, c'est du pouvoir. Il a tout misé là-dessus, sa réputation, sa fortune. Et maintenant, avec les rumeurs de la mort de Masterson, du scandale, il craint la ruine. Je crois qu'il a caché le masque lui-même pour contrôler l'histoire. Peut-être compte-t-il le vendre secrètement, peut-être pour en faire un mélodrame de vol pour accroître sa gloire. Mais Clay n'est rien de plus qu'un bouc émissaire. » Poirot se pencha en avant, les yeux plissés. « Une théorie intéressante, madame. Et pourtant, si Sir Charles a caché le masque, pourquoi Masterson serait-il mort? » Ses lèvres se pincèrent. « Je l'ignore. Mais je vous le dis, mon mari n'est pas l'homme aimable et fanfaron qu'il prétend être. Il est impitoyable. Demandez à tous ceux qui l'ont contrarié. » Poirot se leva et s'inclina légèrement. « Merci, madame. Vous m'avez donné matière à réflexion. Mais permettez-moi une remarque. Vous parlez de cruauté, et pourtant vous ne montrez guère de chagrin à la mort du bon Masterson. » Les yeux de Lady Wetherby lancèrent de nouveau des éclairs. « Pourquoi devrais-je m'affliger? Il n'était rien pour moi. Un indiscret, un écriveur de notes, un chuchoteur de calomnie. Sa mort est regrettable, certes, mais elle ne me touche pas plus que la mort d'un scarabée. » Le regard de Poirot s'attarda encore un instant sur elle, puis il inclina de nouveau la tête. « Bonne nuit, madame. » Quand Poirot revint dans nos appartements, je l'attendais avec impatience. « Alors ?» demandai-je. Il haussa les épaules et s'assit sur une chaise. Lady Wetherby défend la secrétaire avec passion et accuse son mari avec encore plus de passion. Mais la passion, mon ami, est à double tranchant. Elle révèle, mais elle dissimule aussi. Et qu'en penses-tu? Poirot sourit faiblement. Je crois que la dame m'a dit une vérité, sans m'en rendre compte. Elle a dit que le masque, c'est le pouvoir. Ah oui, ce n'est pas seulement de l'or, ce n'est pas seulement de la beauté, c'est du pouvoir, le pouvoir de ruiner ou d'exalter. Pour certains, cela vaut une vie. Il se tapota la tempe du doigt. Et il y a, Hastings, une petite incohérence. Quand Sir Charles a dévoilé le masque, vous souvenez-vous du moment? Bien sûr, nous étions tous réunis. Il retira le tissu,
Exactement. Il retira le tissu. Mais quand il le fit, que se passa-t-il? J'y ai repensé. Le serviteur a trébuché avec le plateau. Clé s'est précipitée. Poirot claqua des doigts. Précisément. Clé se précipita, non pas pour aider le domestique, mais vers le masque. Pourquoi? Il craignait peut-être qu'il ne tombe, mais réfléchissez. Comment a-t-il pu tomber? Il était bien en sécurité dans son étui. Non, Hastings. Clé craignait autre chose, qu'on ne voit le masque de trop près. Je le fixai perplexe. Mais on l'a vu, on l'a tous vu. Poirot secoua lentement la tête. On a vu quelque chose, oui. Mais peut-être, mon ami, pas ce qu'on croyait voir. Ces paroles me laissèrent bouche bée. Que voulait-il dire? Que le masque dévoilé devant nous n'était pas le vrai. Que le véritable trésor avait déjà disparu. Poirot se rassit, les yeux brillants. Ah, Hastings, le jeu devient passionnant. Un mort, une disparition, une incohérence. Ce sont les pièces du puzzle. Bientôt, nous verrons comment elles s'assemblent. Mais pour l'instant, nous attendons. Toujours, nous attendons. Tandis qu'il parlait, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Un domestique fit irruption dans notre chambre, pâle d'inquiétude. « Monsieur Poirot !»« Sir Charles, il s'est effondré dans la galerie. Venez immédiatement !» Chapitre 7. Ombres et mensonges. Nous suivions aussitôt le domestique. Poirot marchant d'un pas vif, moi sur ses talons. Dans la galerie, nous trouvâmes un groupe d'invités et de domestiques rassemblés autour de Sir Charles, affalé sur une chaise sculptée près de la vitrine vide. Son large visage était rouge, des gouttes de sueur perlion sur son front, et il haletait comme un homme à moitié noyé. Le docteur Lascelles était agenouillé près de lui, une main sur le poignet du patient. « C'est une crise cardiaque », déclara le médecin. « Il faut le transporter immédiatement dans sa chambre. » Sir Charles peina à se lever, murmurant d'une voix rauque « Le masque, le masque », avant qu'un spasme de douleur ne l'interrompe. Il fut emporté avec une grande hâte, laissant derrière lui une compagnie murmurante et une appréhension plus profonde qu'auparavant. Poirot, cependant, demeurait étrangement détaché. Son regard allait de la chaise au tapis, de la vitrine à la lampe posée sur la table. Finalement, il se pencha, soulevant délicatement un petit objet entre le pouce et l'index. C'était un bout de papier à moitié froissé. Il le lissa avec soin, et j'aperçus un fragment d'écriture, une écriture anguleuse et savante, avant qu'il ne le glisse dans sa poche. « Cela, murmura-t-il, n'est pas tombé par accident. » Plus tard, une fois la galerie vidée, il me la montra en privé. C'était une page déchirée, provenant manifestement du carnet de Masterson, et elle ne contenait que 3 mots, soulignés 2 fois. Masque, Witherby, malédiction. Je sifflai doucement. Alors, c'est réglé. Masterson soupçonnait Sir Charles. Peut-être l'a-t-il confronté, et Sir Charles l'a-t-il réduit au silence. Poirot agita le doigt. « Ah, Hastings, comme tu sautes vite. Masterson a écrit sur la suspicion, oui, mais la suspicion n'est pas une preuve. Et ce n'est pas tout. Regarde, la déchirure est irrégulière. Elle a été arrachée à la hâte. Pourquoi Sir Charles porterait-il un tel fragment sur lui, à moins que quelqu'un ne l'ait placé là? Tu veux dire? Les yeux de Poirot brillèrent. Je veux dire, mon ami, qu'une main cherche à tisser un filet autour de Sir Charles. Tout comme hier, elle a tissé un filet autour du malheureux Clay. Quelqu'un arrange les apparences, quelqu'un ment. Le lendemain fut un jour de calme tendu. Sir Charles était allongé dans son lit, soigné par le docteur Lascelles et surveillé par Lady Witherby, qui se déplaçait telle une haute statue blanche, le visage dénué d'expression. Elle parlait peu, et seulement d'un ton calme et autoritaire. Léonard Clay, bien que relâché par l'inspecteur faute de preuves, restait hagard et craintif, errant dans la villa comme un homme poursuivi. Poirot, quant à lui, poursuivait ses petites investigations. Il examina les domestiques avec patience, interrogeant chacun sur ses allées et venues, le soir de l'inauguration. Il arpenta la galerie, examina la vitrine et mesura les distances entre les fenêtres et la porte. Il s'agenouilla même pour suivre à la loupe la légère trace d'un talon sur le carrelage poli. Au déjeuner, il m'a surpris en refusant les plats élaborés et en se contentant d'un café noir et d'un simple petit pain. « Il faut garder les petites cellules grises en forme, Hastings », m'a-t-il expliqué. « La nourriture lourde obscurcit le jugement, et nous avons besoin de jugement maintenant. » Ce soir-là, il rejoignit Lady Witherby. Je n'étais pas présent, mais il me raconta plus tard leur échange. « Elle m'a reçu froidement,
dit-il, mais avec une certaine ferveur. Je ne lui ai posé qu'une seule question. Pourquoi avait-elle défendu avec tant de véhémence le jeune Clay? Elle m'a répondu avec hauteur que c'était un instinct féminin. Bah, l'instinct féminin cache plus qu'il ne révèle. Mais elle s'est trahie. Quand j'ai parlé du masque non pas comme d'un trésor, mais comme d'un danger, ses yeux... Ah, Hastings, ses yeux trahissaient la peur. Et quand mais, déduisez-vous? Poirot se tapota le nez. Lady Weatherby en sait plus sur ce masque qu'elle ne l'avoue. Peut-être sait-elle pourquoi Masterson a écrit le nom de son mari à côté. Peut-être sait-elle pourquoi la mort est déjà si proche. C'est à ce moment-là que Léonard Clay a fait irruption dans notre chambre, le visage pâle, les mains tremblantes. « Monsieur Poirot, s'écria-t-il, croyez-moi, je n'ai pas volé le masque. Mais je sais maintenant qui l'a volé. Je l'ai vu, j'ai vu Lady Weatherby hier soir dans la galerie. Elle était là, près de la vitrine. Elle tenait quelque chose. Quand elle m'a vu, elle s'est éclipsée comme une ombre. » Poirot le regarda d'un air serein. « Et pourquoi me dites-vous cela maintenant, monsieur? »« Parce que j'ai peur pour ma vie, » balbutia Clay. « Masterson est mort. Sir Charles a failli mourir. Je suis le prochain, à moins que vous ne me protégiez. Lady Weatherby, c'est elle qui est derrière tout ça. » Lorsque Clay fut parti, tremblant, je me tournai vers Poirot, perplexe. « Eh bien, voilà qui était réglé. Lady Weatherby est coupable. » Mais Poirot se contenta de son sourire énigmatique. « Non, non, Hastings. Une fois de plus, c'est trop simple. Clay désigna la dame comme hier, le soupçon l'avait désignée. Mensonge, ombre, apparence, tout est tissé d'une épaisse trame. Mais la vérité, Hastings, la vérité est toujours simple. Et bientôt, nous la comprendrons. Très bientôt. Cette nuit-là, la villa était silencieuse sous les étoiles du désert. Pourtant, je ne pouvais pas dormir. Car, au fond de moi, je sentais le cercle se resserrer, la main invisible se resserrer. Et je savais, avec une certitude qui me glaçait, qu'un autre coup allait bientôt tomber. Chapitre 8. Le point de rupture. Le lendemain matin, le calme régnait dans un silence étrange, le désert silencieux sous un ciel pâle et friable. À l'intérieur de la villa, l'atmosphère était tendue, comme si chacun s'agitait, attendant la prochaine catastrophe. Les domestiques vaquaient à leurs occupations, les yeux baissés, tandis que les invités chuchotaient dans les coins. Sir Charles restait confiné dans sa chambre, sous la surveillance attentive du docteur Lascelles, bien que les rapports sur son état fussent curieusement contradictoires. Un domestique jurait que son état s'améliorait, un autre qu'il s'affaiblissait d'heure en heure. Poirot, indifférent à l'atmosphère, passa la matinée à examiner minutieusement la galerie. Je l'accompagnais, carnet à la main, tandis qu'il arpentait la galerie, mesurait et murmurait à voix basse. « Tu vois, Hastings, » dit-il en s'agenouillant pour inspecter les carreaux près du piédestal. « La poussière est légèrement soulevée, mais seulement sur un arc étroit. Pas de beaucoup de mètres, non. Par une seule personne qui se tenait tout près, toujours près, du masque. Cette personne revient sans cesse. Qui est-ce? Lady Weatherby, ai-je suggéré. Clay l'a vu là-bas. Peut-être. Mais Clay lui-même était là aussi. Ne l'oubliez jamais. Le menteur, Hastings, il désigne souvent quelqu'un d'autre pour se protéger. Pourtant, Poirot se redressa vivement. Il y a une petite chose que je ne comprends pas encore. Le masque, il est lourd, n'est-ce pas? Près de 6 kilos. L'enlever secrètement n'est pas chose facile. Pourtant, aucun domestique ne l'a remarqué. Aucun invité n'a rien remarqué. Et donc, ses yeux brillaient. Je me demande si le masque a jamais vraiment été présent. Avant que je puisse répondre, un vacarme s'éleva du couloir supérieur. La voix de Lady Weatherby, aiguë et impérieuse, parvint jusqu'à nous. Nous nous précipitâmes et la trouvâmes debout devant la chambre de Sir Charles, le visage pâle mais ferme. Le docteur Lascelles en sortit, l'air sévère. « Vous n'entrerez pas, madame, » déclara-t-il. « Votre présence a perturbé le patient. Il doit bénéficier d'un repos absolu. » Les lèvres de Lady Weatherby se pincèrent. « Je suis sa femme. J'en ai le droit. »« Vous avez le droit, » rétorqua froidement le médecin, « d'obéir aux conseils médicaux. » Poirot s'interposa avec fluidité, levant la main. « Messieurs, mesdames, ne nous disputons pas. La santé de Sir Charles est notre première préoccupation. Dites-moi, docteur, quel est vraiment son état ?» Le docteur Lascelles fronça les sourcils. « Il va mieux, mais pas bien. La crise était grave. Il ne faut pas le déranger. » Lady Weatherby eut un rire cassant. « Pas déranger, en effet.
Il n'est pas malade, monsieur Poirot, il se cache. Vous vous cachez, madame? Oui, il se cache de sa propre culpabilité. Il sait ce qu'il a fait. Il sait que la mort de Masterson pèse sur sa conscience. Les mots tombèrent, comme une pierre dans l'eau, et les personnes présentes altèrent bruyamment. Le docteur Lascelles rougit d'indignation. « Madame, vous êtes bouleversée. Parlez ainsi de votre mari. » Mais Lady Wetherby tourna les talons et s'éloigna dans le couloir. Poirot la suivit du regard, pensif. Une femme fière, Hastings, trop fière. Elle accuse son mari publiquement. Mais quel est son motif? Se protéger? Distraire? Ah, ces Anglaises! Elles ont un visage de glace, mais leur cœur brûle comme le feu. Ce soir-là, une réunion eut lieu dans le salon, car Sir Charles insista, contre l'avis de tous, pour que la maisonnée se réunisse. Pâle et visiblement affaibli, il s'adressa à nous depuis un fauteuil, sa voix tonitruante réduite à un grondement rauque. « Mes amis, dit-il, je ne laisserai pas cette maison être saccagée par le soupçon. Le masque sera découvert et la vérité éclatera. Je récompenserai quiconque pourra me la restituer. » Il s'interrompit, toussant violemment, et Lady Wetherby s'avança. « Charles, dit-elle froidement, aucune récompense ne ramènera Edward Masterson. Dis-leur la vérité. Dis-leur ce que tu as fait. » Les hoquets s'élevèrent à nouveau. Sir Charles se redressa brusquement sur sa chaise, le visage violacé. « Espèce de vipère, tu oses m'accuser. Toi qui... » Il s'arrêta net, se tenant la poitrine, et retomba inconscient. La pièce se transforma en chaos. Tandis que les serviteurs l'emportèrent une fois de plus, Poirot resta immobile, l'expression indéchiffrable. Finalement, il murmura « Le moment est venu, Hastings, le point de rupture. Bientôt les mensonges éclateront à leur tour, et la vérité éclatera. » Cette nuit-là, bien après minuit, j'ai trouvé Poirot toujours assis à sa petite table, une feuille de papier devant lui couverte de lignes nettes et de minuscules chiffres. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Le calendrier, Hastings, » répondit-il doucement. « Les déplacements de chacun, l'heure de la mort de Masterson, le dévoilement, la disparition, l'effondrement de Sir Charles. Tout cela forme un schéma, si l'on a les yeux pour voir. Et je vois, presque. Il n'en reste qu'un morceau caché. Quand je l'aurai, alors, mon ami, nous agirons. » Il se tapota doucement la tempe. « Les petites cellules grises me disent que demain sera une révélation, et peut-être un danger. » Chapitre 9. Poirot tend le piège. Le lendemain matin, l'air était empreint d'une vive émotion, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Poirot, qui était resté assis tard dans la nuit à étudier ses petits tableaux et notes, se leva vivement, l'air empreint d'une énergie tranquille. « Aujourd'hui, Hastings, annonça-t-il, nous mettons fin à cette mascarade. Le masque, la mort, les mensonges, tout sera révélé. Mais d'abord, nous devons prendre quelques dispositions, d'accord ?» Je le regardais avec anxiété. « Un piège ?» ?»« Exactement, un piège. Mais pas du genre grossier avec des filets et des barreaux. Non, ce sera psychologique. Je réunirai les acteurs de notre pièce. Je placerai devant eux une scène. Et sur cette scène, chacun jouera son rôle. Et l'un, Hastings, l'autre se trahira. » À midi, la maisonnée et les invités furent hier convoqués à la galerie. Des chaises étaient disposées en demi-cercle devant le piédestal où reposait autrefois le masque. La grande vitrine, désormais vide, se dressait telle une accusatrice silencieuse. Poirot évoluait parmi la compagnie, impeccable comme toujours, les mains jointes, les yeux brillants. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, vous avez tous été touchés par la tragédie. La mort de M. Masterson, choquante, soudaine. La disparition du masque, déconcertante. La maladie de Sir Charles, bouleversante. Et pendant tout ce temps, les soupçons se sont déplacés, d'abord sur le jeune M. Clay, puis sur Lady Wetherby, et même sur Sir Charles lui-même. Pourtant, je vous le dis, aucune de ces apparences n'est vraie. » Des murmures parcoururent la pièce. Le colonel Arbuthnot marmonna quelque chose à propos de « théâtralité », tandis que Lady Wetherby restait figée, les yeux flamboyants. Clay se tordait les mains sur ses genoux, pâle et tremblant. Le docteur Lascelles considérait Poirot avec un scepticisme froid. Poirot leva le doigt. « Commençons par le pauvre M. Masterson. Il n'était pas victime du hasard. Il a été assassiné. Le moyen ? Du poison, très subtil, placé dans son verre alors qu'il travaillait dans la salle de lecture. Le mobile ? Il avait découvert quelque chose d'écrit dans son carnet. Il avait appris la vérité sur le masque. » Des hoquets de surprise éclatèrent. Sir Charles, appuyé sur des coussins et accompagné de sa femme, se leva à demi, agité. «
N'importe quoi, Poirot. Masterson était un intrus, certes, mais un meurtre? Poirot s'inclina légèrement. Pardon, Sir Charles, mais un meurtre, bien sûr. Et pourquoi? Parce que Masterson a découvert que le masque qui nous était présenté n'était pas du tout le vrai. Il y eut un moment de silence stupéfait. Puis Lady Witherby rit d'un rire rauque. Absurde, nous l'avons tous vu. Les yeux de Poirot brillèrent. Tu as vu une masque, madame. Une copie astucieuse, faite pour tromper. Le véritable masque mortel d'Anubis avait déjà été volé avant même que vous ne soyez réunis dans cette galerie. Masterson le soupçonnait. Il en a parlé. Et c'est pour cela qu'il est mort. Le colonel Arbuthnot fanfaronna. Mais qui donc? Qui a bien pu réussir une chose pareille? Poirot se tourna lentement, balayant la pièce du regard. Qui donc? Ni Sir Charles, trop friand de faste, trop maladroit pour la subtilité, ni Lady Witherby, dont l'orgueil ne s'abaisserait jamais au vol, ni le secrétaire, faible, nerveux, facilement manipulable, ni le bon colonel qui ne se soucie que de son whisky et de ses loisirs. Non, mes amis, le voleur et le meurtrier doivent être quelqu'un qui s'y connaît en poison, en anatomie, capable de fabriquer de l'or et du verre d'ingénieuses imitations, et qui avait accès à toutes les pièces de cette maison. Ses yeux se posèrent sur le docteur Lascelles. Le médecin sursauta, son sang-froid se brisant pour la première fois. « Ridicule, je suis un homme de science. »« Précisément, » dit doucement Poirot. « Un homme de science, qui se moquait du masque tout en le convoitant, qui seul pouvait préparer le breuvage subtil qui tua Masterson, qui seul avait l'art de façonner un faux masque pour tromper l'œil, et qui seul, la nuit dernière, a interdit à Lady Witherby de rendre visite à son mari, de peur qu'elle n'apprenne la vérité. L'évanouissement de Sir Charles n'était pas dû à la nature, mais à un médicament soigneusement administré. Un cri de surprise s'éleva. Lady Witherby se leva d'un bond. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le visage de Lascelles était devenu blanc. Son regard allait de l'un à l'autre, ses lèvres s'agitant sans un bruit. Poirot s'avança vers lui, tel un chasseur triomphant. « Voyez-vous, docteur, vos petites incohérences vous ont trahi. Vous avez dit que Masterson était mort d'une insuffisance cardiaque. Mais les symptômes n'étaient pas cardiaques. Vous avez rejeté le masque comme une absurdité, et pourtant vous avez été le premier à vous y attarder avec ce regard froid. Et vous seul pouviez circuler librement dans chaque pièce, sans être interrogé. C'est vous qui avez empoisonné Masterson. C'est vous qui avez caché le véritable masque. Et c'est vous qui avez fomenté l'effondrement de Sir Charles, espérant qu'il mourrait et rejetterait la faute sur quelqu'un d'autre. » Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Puis Lascelles laissa échapper un rire étranglé, rauque et brisé. « Tu te crois intelligent, Poirot, mais tu ne peux pas prouver... » Il s'arrêta brusquement. Il porta la main à sa poche. La voix de Poirot résonna comme un coup de pistolet. « Prenez garde, docteur. La fiole que vous prenez contient la mort, mais pas pour nous, pour vous. » Les gendarmes, appelés plutôt à la demande de Poirot, bondirent en avant. En un instant, la fiole fut saisie et Lascelles, se débattant comme un possédé, fut emmené, les fers aux pieds. Alors que la porte se refermait sur lui, la pièce sembla respirer à nouveau. Sir Charles se laissa retomber en arrière avec un gémissement de soulagement. Clay enfouit son visage dans ses mains, et Lady Witherby, pâle jusqu'aux lèvres, murmura. « Alors, c'est fini ?» Poirot se tenait très droit, lissant sa moustache de ses doigts délicats. « Pas tout à fait, madame. Le masque lui-même, il faut encore le trouver. Et ce sera, je pense, le travail de ce soir. » Il me jeta un regard brillant. « Viens, Hastings, nous avons une petite course à faire. » Chapitre 10. La révélation. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les dunes occidentales et que la villa était baignée d'une pénombre spectrale, Poirot me conduisit une fois de plus à la galerie. Elle était déserte, à l'exception du piédestal silencieux et de l'écho de nos pas. Il avançait avec l'assurance tranquille d'un homme qui connaît la dernière étape de son voyage. « Voyez-vous, Hastings, » murmura-t-il, « tout au long de cette affaire, je me suis posé une question. Où pourrait bien se cacher le véritable masque? Pas dans les quartiers des domestiques, ils sont fouillés. Pas dans le bureau, trop visible. Pas hors de la villa, car chaque sortie est surveillée. La réponse doit donc être simple, toujours la plus simple. Où cache-t-on un objet précieux, Hastings? » Je secouai la tête. Je n'en ai pas la moindre idée. À la vue de tous. Sur ce, il s'avança vers le piédestal, se pencha et appuya sur un petit loquet que je n'avais jamais remarqué. Le lourd boîtier émit un léger clic et le socle s'ouvrit sur des charnières dissimulées. De l'intérieur, enveloppé dans un lin grossier,
Poirot en sortit un objet qui brillait faiblement, même dans la lumière déclinante, le véritable masque mortel d'Anubis. J'ai haleté. Alors c'était là depuis le début. Les moustaches de Poirot tressaillirent de satisfaction. Exactement. Le docteur Lascelles, aussi intelligent fut-il, ne put résister à l'ironie dramatique de dissimuler le trésor à l'endroit même où tous les regards se posaient quotidiennement. Il fabriqua une contrefaçon pour l'exposer, empoisonna le pauvre Masterson lorsque l'érudit devina le truc, et chercha à jeter les soupçons d'abord sur Clay, puis sur Lady Witherby, et enfin sur Sir Charles lui-même. Mais toujours, le véritable masque resta au cœur de la galerie, attendant d'être découvert. À ce moment, Sir Charles, soutenu par Lady Witherby et le colonel, entra dans la galerie, appelé par le message de Poirot. Ils s'arrêtèrent en voyant le visage doré briller dans ses mains. « Mon Dieu !» murmura Sir Charles, la voix rauque de crainte. « Le vrai masque !» Poirot inclina la tête. « Oui, monsieur. Votre trésor vous a été restitué, mais à un prix terrible. Monsieur Masterson, il l'a payé de sa vie, et tout cela à cause de l'ambition d'un seul homme. » Sir Charles se couvrit le visage des mains. « Je n'aurais jamais dû l'apporter ici. Ces rumeurs de malédiction, peut-être y a-t-il du vrai là-dedans, après tout. »« Ce n'est pas une malédiction, monsieur, » corrigea doucement Poirot. « Simplement de la cupidité humaine, c'est déjà une malédiction. » Lady Witherby, son air fier enfin brisé, prit la main de son mari. « Charles, pardonne-moi, j'ai douté de toi. » Il la regarda un long moment, puis lui serra la main en silence. Poirot remit le masque dans son emballage et le tendit à l'inspecteur arrivé avec 2 agents. « Apportez-le aux autorités pour qu'elles le gardent. Il n'appartient pas à un seul homme, mais à l'histoire. » Une fois parti, le silence s'installa. Poirot lissa sa moustache avec une délicate précision et regarda par les hautes fenêtres les pyramides, désormais sombres sur le ciel étoilé. « Tu vois, Hastings, dit-il doucement, le passé n'est jamais vraiment mort. Il vit dans nos passions, nos vanités, nos petites tromperies. Les pharaons le savaient bien. Ils posaient le masque sur le visage des morts pour rappeler aux vivants que l'orgueil et la folie sont éternels. Il faut toujours que les petites cellules grises regardent sous le masque, car là réside la vérité. » Il se retourna, les yeux brillants à la lumière de la lampe. « Et maintenant, mon ami, partons. Plus rien ne nous retient au Caire. Justice a été rendue. » Et sur ce, Hercule Poirot, propre, calme et imperturbable, quitta tranquillement la galerie, laissant derrière lui l'écho du mystère et le visage doré d'Anubis, brillant comme un jugement dans l'ombre. Chapitre 11. Le reflet. Le lendemain matin, le Caire s'éveilla comme si de rien n'était. Le Nil miroitait au soleil, les charrettes tirées par des ânes roulèrent sur la corniche, et les touristes se pressèrent dans les bazars pour marchander des bibelots. Pourtant, dans la villa de Gizeh, régnait une atmosphère d'épuisement, comme si la maisonnée avait été épuisée par la tempête qui s'était abattue sur elle. Sir Charles, pâle mais en convalescence, insista pour prendre le petit déjeuner avec nous. Son rire tonitruant n'était pas revenu, mais il respirait une dignité tranquille, comme si les événements récents l'avaient apaisé. Lady Witherby était assise à ses côtés, la main posée sur son bras, un geste de tendresse inhabituel qui me surprit plus que toutes les accusations qu'elle avait jamais proférées. Le colonel Arbuthnot arriva en retard, marmonnant « une affaire maudite et désagréable », mais revigoré par son whisky habituel. Léonard Clay s'attardait timidement en retrait, comme s'il se demandait s'il restait le secrétaire du maître ou un simple invité toléré. Mais c'était Poirot qui commandait à la table. Petit, soigné, impeccablement vêtu, il parlait doucement, mais avec cette autorité tranquille qui captivait toutes les oreilles. « Mes amis, commença-t-il, hier, vous avez assisté au dévoilement. Ah, mais ce n'était pas seulement le masque d'Anubis qui a été dévoilé, c'était aussi le masque de tromperie porté par le docteur Lascelles. Il cherchait à faire de l'archéologie une fortune personnelle, à transformer des reliques en or. Masterson a découvert la vérité et l'a payé de sa vie. Sir Charles allait être la prochaine victime. Mais la vanité, Hastings, toujours la vanité, a trahi le bon docteur. Il devait avoir son petit triomphe, son intelligence cachée au grand jour. Et c'est ainsi qu'il a perdu. Sir Charles se tortilla mal à l'aise. J'ai été un imbécile, Poirot. Je ne pensais qu'à la gloire, au dévoilement, à l'admiration du monde. Et j'ai failli y laisser la vie. Je serai plus prudent désormais. Lady Witherby esquissa un léger sourire. Peut-être, Charles. Retournerons-nous en Angleterre. Ce pays est magnifique, mais il n'apporte que des ennuis. Poirot inclina la tête.
C'est sage, madame. L'Égypte est un lieu de splendeur, certes, mais aussi d'ombre. À ceux qui ne cherchent qu'à piller ses trésors, elle offre la mort. Après le petit déjeuner, tandis que les autres se dispersaient, Poirot et moi sortîmes sur la terrasse. Le désert s'étendait devant nous, vaste et immuable, les pyramides se dressant comme des juges éternels dans le ciel. Poirot resta un long moment silencieux, les contemplant avec une expression de réflexion solennelle. Il parle enfin. « Hastings, sais-tu quelle est la plus grande faiblesse de l'homme ?»« L'avidité, ai-je suggéré ? » ?»« Non, vanité. L'avidité, c'est la soif de possession, mais la vanité, c'est la soif d'admiration. Elle aveugle les yeux, assourdit les oreilles et conduit à la trahison. Masterson est mort pour révéler la vérité et priver un autre de sa gloire. Lascelles a tué parce qu'il voulait être plus intelligent que tous. Même Sir Charles, bien qu'innocent de meurtre, était coupable de vanité. C'est dangereux, Hastings. J'étais pensif. Et Lady Weatherby ? Les lèvres de Poirot se courbèrent légèrement. Ah, la dame ! Fière, passionnée et sévère. Elle aussi était prisonnière de la vanité de la supériorité. Elle accusait, elle condamnait, pour ne pas paraître faible. Pourtant, à la fin, on voyait sa main sur le bras de son mari. Même elle ne pouvait pas vivre éternellement derrière un masque. Nous restâmes un moment silencieux, le vent du désert soufflant doucement. Poirot sortit sa montre, en polit le cadran avec son mouchoir et la remit en place avec un soin méticuleux. « Viens, Hastings, dit-il enfin, l'affaire est close. Les autorités s'occuperont du docteur Lascelles. Le masque retrouvera sa place. Et Hercule Poirot, il retrouvera son petit confort, son ordre, sa symétrie. Car un meurtre, mon ami, c'est le chaos. Et moi, j'en ai assez du chaos. » Nous quittâmes ainsi le Caire, laissant derrière nous la villa, le masque d'or et les ombres qui les avaient hantés. Pourtant, tandis que le bateau nous emportait vers le nord, je ne pouvais m'empêcher de penser aux yeux d'obsidienne d'Anubis, brillant à la lumière des lampes comme le jugement lui-même. Poirot, assis à côté de moi, ferma les yeux avec sérénité. Les petites cellules grises Hastings ont fait leur travail. Maintenant, laissez-les se reposer. Chapitre 12. Rideau. Plusieurs semaines plus tard, installé de nouveau dans la tranquillité de Londres, je me surprenais à repenser à ces étranges journées au Caire. L'agitation de Piccadilly, le rythme régulier de la vie anglaise, semblaient être bien loin de la galerie feutrée de la villa Witherby, dont l'atmosphère était chargée de suspicion et de peur. Pourtant, même dans le calme de mon club, je ne pouvais chasser de mon esprit l'éclat de ce masque d'or, ni les yeux d'obsidienne qui semblaient scruter l'âme. Un soir, au cours du dîner, j'ai confié mes pensées à Poirot. « Avez-vous parfois l'impression, mon cher ami, que ces reliques du passé portent en elles un souvenir des vies qu'elles ont autrefois ornées ? Ce masque, par exemple, celui d'Anubis, le gardien des morts, ne pensez-vous pas qu'il puisse être empreint d'une malédiction ?» Les moustaches de Poirot frémirent d'un doux amusement. « Ah, Hastings, tu restes le romantique. »« Non, non, mon ami. Il n'y a de malédiction que celle que les hommes s'attirent. Les pharaons connaissaient la faiblesse des hommes. Ils la couvraient de cérémonies, de superstitions. Mais au fond, c'est toujours la même chose. La cupidité, la vanité, l'orgueil. Ce sont les véritables malédictions. Elles tuent toujours plus sûrement que n'importe quel charme d'Égypte. » J'ai protesté. Mais Masterson, sa mort soudaine, l'atmosphère de terreur, c'était étrange. Poirot secoua la tête. C'était un meurtre, Hastings, pas de la magie. Souviens-toi toujours, quand une chose paraît surnaturelle, cherche d'abord l'explication naturelle. Il y en a toujours une. Même dans le désert, sous le regard des pyramides, les hommes restent de simples hommes. Nous manquâmes un moment en silence. Le feu brûlait doucement et, dehors, les lampadaires de Londres brillaient à travers la brume. Enfin, Poirot reprit la parole, d'une voix plus douce, plus pensive. « Voyez-vous, Hastings, ce que je vous ai déjà dit, l'ordre et la méthode, les petites cellules grises, ce sont les armes d'Hercule Poirot. Mais même moi, avec ma passion pour l'ordre et l'exactitude, je dois avouer ceci. Le cœur humain n'est jamais aussi simple. Il est plein de contradictions. Lady Weatherby, froide comme le marbre, mais finalement capable de tendresse. Sir Charles, vantard, mais brisé par un aperçu de la mortalité. Même le pauvre Masterson, qui se croyait prudent, ne put résister à la vanité d'enregistrer sa découverte. Et c'est ainsi qu'il mourut. J'ai regardé mon ami avec admiration. Tu donnes l'impression que c'est presque tragique. C'est tragique, Hastings. Derrière le crime,
Il y a toujours une tragédie. Le meurtrier ne naît pas d'un coup. Il est le fruit de la faiblesse, de l'orgueil, du désir. Pour comprendre le meurtrier, il faut comprendre l'homme. C'est pourquoi, mon ami, la psychologie est plus importante que l'empreinte d'une empreinte ou la cendre d'un cigare. Je me suis reculé, frappé une fois de plus par la perspicacité de Poirot. Et le docteur Lascelles. Le regard de Poirot s'éloigna. Un homme qui ne désirait pas l'or pour lui-même, mais l'ingéniosité d'avoir déjoué les autres. Sa vanité exigeait qu'il se montre supérieur. Il a caché son masque, il a tué pour garder son secret, et finalement il l'a trahi. Toujours, Hastings, c'est la vanité qui se dévoile. L'horloge sur la cheminée sonna l'heure. Poirot se leva, lissant son gilet avec son soin habituel. « Et maintenant, mon ami, faisons la paix. L'affaire est close, justice a été rendue. Hercule Poirot retrouve sa symétrie, son ordre, ses tisanes. Et toi, Hastings, tu vas retourner à tes rêves romantiques. » Il sourit avec une affection rare, et pour une fois, je restai sans réponse. Car, en vérité, bien que l'affaire fût résolue et le coupable démasqué, je ne pouvais me débarrasser complètement du souvenir obsédant de ce visage doré, brillant tel un jugement dans l'ombre du Caire. Et c'est ainsi que notre aventure avec le masque mortel d'Anubis prit fin. Pourtant, en contemplant la silhouette sereine de Poirot, je savais que partout où les hommes portaient leurs masques de tromperie, Hercule Poirot les arracherait un jour, ne laissant derrière lui que la vérité.